Il a été un acteur de premier plan de l'histoire militaro-politique de notre pays de novembre 82 à août 83, date de l'avènement de la révolution burkinabé dirigée par Thomas Sankara. Il met sur le marché du livre Ma part de vérité. Il s'agit en fait d'une contribution à l'écriture d'une page de l'histoire de son pays. Mais voilà, l'œuvre à peine sortie suscite beaucoup de polémiques liées donc à la part de vérité de l'auteur sur le leader de la révolution burkinabé. Vous l'aurez compris, l'ancien président du Faso, Jean-Baptiste Ouédraogo, est dans le fauteuil blanc de votre rendez-vous politique Surface de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je suis à votre disposition. Visiblement, le livre, c'est déjà une rupture de stock. Hein? Malheureusement, oui. Ça reste un livre très attendu. C'est un livre très attendu et je crois qu'il va contribuer à éclairer une bonne partie de notre histoire. Ok. Comment comprenez-vous la colère de la jeunesse, cette jeunesse qui, à travers ce livre, a l'impression que c'est un livre qui vient porter un coup au mythe Thomas Sankara? Est-ce que vous comprenez cette colère? Moi, je la comprends très bien. Je la comprends très bien dans la mesure où Thomas Sankara est présenté comme une icône. Et à partir du moment où on pense que cette image-là est écornée, ben, ça peut rendre furieux cette jeunesse qui ne jure que par lui. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il y a aussi eu une certaine incompréhension dans cette emballée, dans la mesure où la communication peut-être n'a pas suivi, parce que ce que ma part de vérité voulait transmettre comme message, ce n'était pas du tout celui-là, ce n'était pas du tout écorné l'image de Thomas Sankara. Au contraire, il était placé sous un triple objectif. Le premier objectif, c'était de rendre témoignage par simple devoir de mémoire, un témoignage historique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ma part de vérité était est toujours destinée à relater des faits vécus, tant par moi que par beaucoup d'acteurs et beaucoup de population de notre pays. Et cette relation concerne uniquement le conseil de salut du peuple, c'est-à-dire conseille ma propre gestion du pouvoir d'État. Pas celle de la révolution. Pas celle de la révolution. La révolution n'est pas du tout impliquée dans ce que j'ai écrit pour l'instant. Et comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara et moi, nous étions les acteurs principaux, les deux principaux acteurs de ce régime. Donc, naturellement, vous ne pouvez pas parler de votre gestion sans parler de Thomas Sankara. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il faut simplement que cette jeunesse sache que l'objectif, c'est juste retranscrire les faits historiques et les faits de gestion qui ont eu cours sous mon mandat de responsable de ce pays. Et la troisième partie, c'est justement pour dire que ma part de vérité est en quelque sorte une autoflagellation de moi-même. Ah bon? Parce que c'est une autocritique. Parce que j'ai été plutôt sévère envers moi qu'envers les autres. J'ai assumé toutes les responsabilités, la plupart. L'impression que vous étiez beaucoup plus sévère envers Thomas Sankara qu'envers... Ah oui, mais c'est ceux qui n'ont pas lu le livre peut-être. J'invite donc les uns et les autres à lire sagement ce livre. Ils découvriront beaucoup d'autres choses. Et il y en a qui trouveront que finalement, c'est moi qui me suis autoflagellé. D'accord, on va revenir au fait, mais déjà, il y a aussi la question du timing. Certains se demandent pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi maintenant? Eh bien, les gens qui me connaissent savent très bien que ça ne pouvait pas être avant, dans la mesure où
Il s'agit de relater des faits historiques. L'histoire ne s'écrit pas en 2 ou 3 jours, ni en 2 ou 3 mois, ni en 2 ou 3 ans. Pour une personne qui veut retracer l'histoire, il lui faut du temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas oublier aussi que moi, je sortais d'une certaine situation très affligeante, très difficile, que j'ai vécue. Et il s'agissait pour moi de me reconstruire une certaine vie professionnelle. Et ma préoccupation a toujours été de reprendre ma main, de reprendre ma profession de médecin. Et pour ce faire, il a fallu que je me soumette à un stage de recyclage et à trouver comment m'insérer dans la société et pouvoir travailler. Donc, tout ceci explique le fait que ce livre a mis du temps. Et en plus de tout ceci, il y a quand même le devoir de réserve qui m'empêchait de révéler certains faits. Et le moment aujourd'hui, il est opportun parce que pour certains Burkinabés, le livre arrive à un moment où la jeunesse justement a besoin de modèles, de repères. Et ce repère-là, pour eux, c'était Thomas Sankara. Et donc, quand un livre vient quelque part comme un coup de poignard, c'est incompréhensible. Mais je ne vois pas où se trouve le coup de poignard. Moi, je parle d'autoflagellation. Ce coup de poignard, c'est moi-même aussi. Moi, je l'ai reçu. Parce que notre régime a échoué. Si vous vous rappelez bien, notre proclamation était très claire. Et les objectifs du CSP également très clairs. Nous devions rester au pouvoir 2 ans, pas plus de 2 ans. Et les principaux objectifs que nous nous sommes fixés, c'était d'abord de remettre de l'ordre dans la maison. Et ça devait commencer par l'armée. Après l'armée, c'était l'État. Et ensuite, nous devions voir maintenant tous les autres secteurs. Et en fin de course, nous avions un dernier point qui était intitulé « Cheminement vers une vie constitutionnelle normale ». Ça veut dire que nous n'avions pas du tout la prétention de rester longtemps au pouvoir. C'était bien défini, 2 ans. 2 ans, pas plus. Donc, je ne comprends pas, personnellement, je ne comprends pas ce qui nous est arrivé. D'accord. Venons-en donc aux faits. Ma part de vérité, comme je l'ai dit, pour une bonne partie donc, de la jeunesse burkinabé, c'est un livre à charge pour régler des comptes. Vous dites que ce n'est pas le cas. Absolument pas le cas. Parce que justement, d'abord, vous êtes revenu, vous avez fait une sorte de retour sur l'histoire bien avant votre gestion. Vous avez parlé notamment de Maurice Yameogo. Et là, on pourrait retrouver un thème du genre. Sous Maurice Yameogo, il y avait une sorte de manque de vertu, de gestion quelque peu gabégique et patrimoniale, l'autoritarisme agressif. C'est ce que vous dites dans le livre. Mais oui, et je le confirme, effectivement. Cela fait partie de l'analyse que nous avons faite lorsque nous avons pris le pouvoir. Nous avons remis sur le tapis la gestion de la Haute-Volta jusqu'au 7 novembre. Et nous avons compris que tous les régimes pouvaient être passés au peigne fin. Et à partir de ce socle, maintenant, nous devions construire la nouvelle Haute-Volta que nous voulions. D'accord. Il y avait également, après Césaire-Beau et son CMRPM, le Comité militaire de redressement pour le progrès national. Et Césaire-Beau, vous dites, c'était une politique aussi répressive. Elle fut répressive en ce sens où les syndicats ne diront pas le contraire. Il y a eu beaucoup de crises sociales sous le CMRPM. Il y a eu beaucoup de charges contre les syndicats et
vous savez très bien, si vous lisez le livre, si vous le lisez bien, vous verrez tout ce que j'ai décrit au sujet du CBR. Je n'invente rien. C'est des faits concrets, c'est des faits qui se sont déroulés et moi je n'ai fait que les retranscrire. C'est tout. Je ne charge aucun régime. La seule charge que nous avons faite, c'était contre l'armée. Nous avons trouvé que de 1960 à 1982, les militaires avaient passé le plus de temps au pouvoir. Et nous avons critiqué cela. Et nous nous sommes dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Pour vous, après vous, il ne devait plus avoir de régime militaire? Exactement, c'est ce que nous pensions. Et c'est ce que nous nous sommes donnés comme devoir, comme travail de fond, par la conscientisation des populations et par le fait de décréter certains actes. C'est ce que nous pensions. Vous êtes militaire et vous voulez mettre fin au pouvoir militaire après votre pouvoir? Les militaires ne sont pas destinés à faire de la politique. À ce que je sache, non. Les militaires ont une vocation, une fonction, c'est de défendre le territoire, c'est de défendre même les régimes. Et pourtant, vous vous êtes intéressé à la politique. Je ne me suis pas du tout intéressé. Je suis arrivé à la politique par accident. Par accident. C'est tout. Sinon, je n'ai jamais eu de prétention politique. Moi, je n'ai jamais possédé une carte politique d'aucun parti politique. Au contraire, moi, c'est... Quand vous gérez le pouvoir d'État, vous faites de la politique. Mais là, je le faisais parce que je me suis retrouvé dans ce système. C'est ce que je vous ai dit. Et finalement, ce pouvoir que j'ai assumé ne m'était pas dû. Il était préparé pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez que l'échec peut-être du CSP, le Conseil de salut du peuple, c'est peut-être aussi dû à l'impréparation de votre avènement au pouvoir? Et là, vous l'avez dit dans le livre, Thomas Sankara, vous avez prévenu sur le fait que vous n'étiez pas encore prêt. On n'était pas prêt. Ça, on l'a suffisamment dit et nous le savions très bien. Mais seulement, nous étions face à un problème à un moment donné et qu'il fallait à ce moment-là prendre la décision soit de faire le coup d'État, soit de renoncer totalement à notre esprit de vision pour la nouvelle Haute-Volta. On aurait pu remettre ça plus tard, le temps de bien planifier les choses. Oui, mais ce n'était pas un parti politique. C'est intermilitaire. Intermilitaire, quand vous êtes dans un sillage, ben, il faut savoir que vous n'êtes pas les seuls. Finalement, le CSP, vous et le CSP, quelles ont été les erreurs, à votre avis? Les erreurs sont imputables surtout à notre jeunesse. Ça, c'est notre jeunesse d'abord. Et la plupart des acteurs n'avaient pas de formation politique. En dehors de Thomas Sankara, je n'en connais pas qui était franchement versé dans la politique. Donc, notre principale erreur, la première erreur, vient de ce moment-ci. Et en plus, maintenant, nous sommes laissés embarquer dans les idéologies. Il y avait les progressistes? Non, les progressistes, c'est venu, c'est plutôt, ça, c'est un clivage que moi j'ai entendu bien avant. Sinon, avant, on ne parlait pas de progressistes. Le mouvement dans son ensemble aspirait à une transformation de notre pouvoir d'État, de la façon de gérer, de la façon de conduire le pays. Donc ça, même en soi, c'était plutôt un devoir de patriotisme qui s'imposait à l'époque. Et à ce moment-là, ben, nous étions
considérés comme des progressistes, c'est sûr. Vous avez le pouvoir, comment se fait-il que vous n'avez pas réussi justement à taire les problèmes d'ego pour effectivement voir les choses dans la même direction? Les problèmes d'ego, nous n'avons pas pu les poser parce que justement, il y avait les civils qui avaient pris en charge une bonne partie de ce pouvoir, une bonne partie, par personne interposée. C'est ça qui a nui quelque peu à l'harmonie de notre mouvement et aussi à la cohésion de notre mouvement. Parce que dans ce mouvement qui était, j'allais dire, presque hétéroclite, vous aviez des gens très très versés dans la politique, qui avaient des alliances avec des partis avant-gardistes, et puis vous aviez le lot maintenant de la troupe qui ne savait pas très bien ce qu'était la politique. Et donc, dans ce fouillis de personnes, il n'y a que les plus lucides, les plus éclairés et les plus aptes à la politique qui pouvaient tirer leurs épingles du jeu. Dans votre autocritique, dans votre bilan de gestion, au-delà des problèmes d'organisation, de structuration, c'est aussi des crimes. Lesquels, par exemple? Notamment, on parlera de la mort du colonel Nézien, Madame Bié. Mais j'en parle sous votre responsabilité. J'en parle dans mon livre. Tout à fait. J'en parle dans mon livre. Et moi, j'ai étiqueté cela comme étant une bavure, pouvant être une bavure, ou tout au moins un règlement de compte. Parce que la personnalité du colonel Nézien était bien connue à l'époque. Le colonel Nézien était le ministre de l'Intérieur du CMRPN. Et c'était un gars dont on connaît la rigueur. Et en plus, c'était un gendarme. Donc, on connaît la minutie avec laquelle cela travaille et la rigueur aussi avec laquelle, surtout, le colonel Nézien travaillait. Et le colonel Nézien avait quand même, j'allais dire, beaucoup d'influence au niveau du comité directeur du CMRPN. Donc, le fait que le 7 novembre, le colonel se soit réfugié à l'ambassade de France, nous avons compris que, sûrement, il craignait quelque chose. Donc, nous avons décidé de l'y laisser tranquille. Et nous nous occupions de la sécurité de notre régime et de la construction du mouvement qui était à ce moment-là le CSP provisoire. D'accord? Et c'est au cours d'une séance qu'il m'a personnellement été rapporté que le colonel était mort des suites d'une fusillade. Voilà comment moi j'ai appris la mort du colonel Nézien. Alors que moi je le croyais toujours à l'ambassade de France. Mais on dira que c'est sous votre responsabilité. Oui, mais je l'assume. Je l'assume. Moi j'ai juste envoyé quelqu'un constater les faits. Et lorsque cette personne est revenue, nous avons décidé de faire mener une enquête. Et la responsabilité de cette enquête a incombé au chef d'état-major général des armées, qui était le colonel Sommeil-Orient Gabriel. Mais finalement, cette enquête a été classée sans suite. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que je sais que je vous dis. D'accord. Alors, on reste toujours dans le livre. Vous parlez de faits.
que vous racontez sur votre gestion du pouvoir d'État. Mais là, on ne peut pas s'empêcher de voir quelque part quand même une sorte de haine viscérale contre Thomas Sankara. Déjà au CSP, c'est Thomas Sankara, vous dites, qui est à la base quelque peu de l'échec, vous pouvez le dire, de votre programme d'orientation politique, avec notamment comme outil politique la LIPAD, la Ligue patriotique pour le développement. Vous parlez justement avec cet outil de désinformation, d'intoxication, de diffamation. Non, ce que j'ai dit dans mon livre, mais a été dit par beaucoup d'autres auteurs. Cela est une réalité, parce que le capitaine Thomas Sankara avait des accointances avec le PAI, avec la LIPAD et avec beaucoup d'autres groupes. Ça, c'est connu. Donc ça aussi, ce sont les faits? Ça, c'est des faits réels. Et pour ne pas, je n'ai pas parlé de la révolution, mais vous avez vu, juste après nous, mais comment les choses se sont éclaircies. Tout est devenu subitement clair. Donc, alors, dans votre livre, justement, à la page 76, vous dites c'est un programme d'action aussi simple et aussi réaliste, parlant du programme justement du CSP, aurait pu être réalisé dans les limites des 2 ans NUS, étaient les improvisations et le comportement populiste, en aucune façon générateur de mutation profonde d'un Thomas Sankara entouré le jour d'adulateurs prompt à vanter ses mérites et à clamer ses éloges, et la nuit d'une horde d'idéologues et de stratèges se réclamant tantôt de Tirana, tantôt de Pékin ou de Moscou, mais toujours s'identifiant tous au communisme. Lui qui voulait pourtant acquérir la réputation d'homme habile à manier les hommes apparaissait plutôt à mes yeux comme un homme habilement manipulé. Son obsession pour la popularité, sa soif morbide du pouvoir semblait l'avoir délié de tout engagement vis-à-vis de la solidarité gouvernementale et du secret de délibération du Conseil des ministres. Pour le premier membre du gouvernement, c'était tout simplement intriguant. Ça, ce sont des jugements. C'est un jugement, mais qui est partie prenante de la réalité des faits. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que Thomas avait beaucoup d'acquaintances avec tous ces mouvements, que nous n'en ignorions pas l'existence, mais nous n'avions pas des acquaintances nous n'avions pas d'acquaintances avec ces mouvements. Et ce qui est clair dans notre chose, dans nos objectifs, les objectifs du CSP, nous nous sommes dit, après avoir donné les objectifs, là, les 5 points, si vous lisez bien le livre, vous allez voir qu'il y a 5 points qui étaient bons, mais nous avions assorti cela d'une remarque en disant qu'il fallait qu'on s'abstienne de toute influence avec les partis politiques. Mais si subitement il y a des partis politiques qui théoriquement étaient pratiquement, comment dirais-je, dissous, mais la LIPAD ne l'était pas. La LIPAD ne l'était pas, le PAI ne l'était pas. Or, quand même, c'est ce PAI, sous couvert de la LIPAD, qui a géré plus ou moins Thomas Sankara pendant cette période. Et ça, c'était connu. C'était connu, ce n'était pas caché. Mais moi, je ne fais que retranscrire cet état de fait. Oui, quand vous voulez, justement, on a comme l'impression que vous n'avez pas forcément la maîtrise de la gestion du pouvoir d'État, quand bien même il y a eu des tentatives de réduire justement les pouvoirs du Premier ministre Sankara. Vous avez dit par exemple que notre politique, tant sociale qu'économique, s'attachait fortement à assurer au peuple le droit au travail, à la sécurité, à l'instruction, au logement, à la santé, à la nourriture, à la possibilité de vivre décemment. Je ne me livrerai pas à une énumération des nombreuses réalisations ou de décisions de portée sociale et populaire reprises à corps et à cri à leur compte par nos successeurs qui ont eu cette sacrée manie de s'attribuer
la paternité de toutes les victoires remportées par notre peuple. Ma prétention est simplement de rappeler que si mon action est loin d'être parfaite, elle est également loin d'être négative, comme l'on s'est acharné à le faire croire. Nous avons tenté sans réussir totalement de réduire les injustices et les inégalités sociales. De nombreux conflits et contentieux, et pas des moindres, n'ont pas trouvé de solution. Une chose est sûre, l'échec qui nous est imputé n'est pas le fait d'un manque de volonté politique, mais plutôt le fait d'obstruction volontaire à des fins inavouées, orchestrées par ceux-là même qui devraient assumer avec courage et honnêteté les responsabilités de ce rendez-vous manqué. Oui, je veux dire par là que, en fait, l'échec du CSP, c'est un échec commun. C'est tous les principaux acteurs du CSP qui en partagent la responsabilité. Moi, je n'étais plus au pouvoir parce que si on continue sur cette lancée, je serais amené peut-être à parler de la révolution. Mais je ne veux pas le faire pour l'instant. Je ne veux pas dans le tome 2. Dans le tome 2. Et cela, les choses seront beaucoup plus claires. Mais là, ce que j'attire simplement l'attention des lecteurs sur cette façon de faire qui avait déjà cours pendant ma gestion du CSP. Et ça aussi, à l'époque, si vous lisiez les journaux, mais vous les auriez perçus. C'était clair, que ce soit dans les meetings, que ce soit dans les écrits souterrains, comme les tracts, etc. Mais tout était perceptible. C'était franchement de la nuisance, c'était de la pourriture à l'époque. Vous dites justement que les difficultés du CSP ont commencé avec la nomination de Thomas Sankara comme Premier ministre. C'est bien ça. Et effectivement, c'est à partir de cet instant, vous dites que l'ouragan politique va s'emparer du pays, entraînant délire verbal, diplomatie souterraine, parallèle et tortueuse, actes d'indiscipline notoire et bien d'autres hauts faits hystériques. Pourtant, tirant les leçons des malheureuses expériences des régimes constitutionnels de 70 et 78 qui ont volé en éclats du fait d'une cohabitation impossible, le CSP s'est évertué à mettre des garde-fous pour assurer une cohabitation en douce entre le président et le Premier ministre. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. L'échec, c'est ça. Parce que quand moi je tire à U et lui il tire à UA, ben ça ne peut pas aller. On ne peut pas aller dans le même sens. C'est comme si il y avait un rétropédalage. C'est simplement cela que moi j'ai voulu traduire dans ma part de vérité. Si nous nous étions contentés des objectifs que nous avons consignés, librement consignés, après une assemblée générale, mais si nous nous étions contentés de faire cela, dans les 2 ans, mais il n'y aurait pas eu tout ceci ou tout cela. Parce que finalement, tout ce qui se passait par la suite avait mis en sourdine les 2 ans de notre durée au pouvoir. Parce que l'impression, c'est que vous tentez de faire porter le chapeau de l'échec du CSPS à votre Premier ministre. Pas du tout, pas du tout. Moi, si vous lisez bien le livre, vous comprendrez très bien que je n'en veux pas du tout au capitaine Thomas Sankara, qui était militaire comme moi. Ah bon? Oui, il était militaire comme moi, avec plus de prérogatives dans le commandement et tout ce qui s'ensuit. Mais politiquement, mais il y avait des dessous, il y avait forcément des personnes qui tiraient les ficelles. Moi, j'en veux plutôt à ces personnes-là, qu'au capitaine Thomas Sankara. C'est pour cela que je dis... Thomas était manipulé. Moi, je ne parle pas de manipulation, mais on peut se servir de quelqu'un pour pouvoir accéder à un pouvoir. Et si on devait parler de la révolution en même temps, mais vous auriez compris tout de suite de quoi il s'agit. Puisque après, maintenant, ça c'est hors micro, c'est hors mon livre plutôt, mais vous savez très bien ce qui est arrivé après. Mais ça a bien fonctionné pendant 1 an.
Et la deuxième année, mais il y a quand même une décantation. Exactement. Mais je veux parler de entre l'IPAR, enfin, le PAI et le CNR. Le PAI a bien été mis hors du pouvoir. Ça, vous le savez. Ou bien vous étiez jeune à l'époque. Vous n'avez pas compris ça? Si. Mais ce n'est pas le moment d'en parler parce que je prévois ça pour plus tard. C'est cette confusion qui fait justement polémique. C'est ça qui fait polémique. Mais en fait, votre livre, c'est quand même... les thèmes sont parfois plus clairs. Hein. Quand vous dites, par exemple, que certes, j'avais des doutes sur la purité des intentions de Thomas et de ses hommes de main, mais... Les hommes de main, c'est qui, justement? Ce sont ces hommes de main. C'est cela que je critique. Parce que, comme je vais vous éclairer la lanterne un peu, vous savez très bien que tous les partis, enfin tous les régimes militaires de notre pays ont plus ou moins évolué sous le couvert de partis politiques. Donc le militaire a toujours été manipulé? Plus ou moins. Moi, c'est ce que nous voulions éviter, justement en ne restant pas longtemps au pouvoir et en décidant de rester seulement 2 ans, au bout desquels nous acheminerons vers une vie constitutionnelle normale. Ça, c'était notre objectif premier. Est-ce qu'en même temps, justement, en 2 ans aussi, vous n'avez pas été peut-être trop ambitieux en mettant à la fois des objectifs de restructuration de l'environnement politique, mais aussi des objectifs de développement? Non, non. Les objectifs de développement, on ne peut jamais finir de le faire. Mais la réorganisation de l'armée, on n'a pas besoin de 2 ans pour le faire. La réorganisation de l'État, on n'a pas besoin, les institutions et tout ce on n'a pas besoin non plus de 2 ans pour le faire. Le programme de 2 ans, mais c'était largement suffisant. Et si je peux même vous le dire aujourd'hui, et peut-être que je ne l'ai pas dit dans le livre, mais si, je pense à un moment donné. Thomas Sankara, à un moment donné, a trouvé même que 2 ans, c'était long. Il fallait aller au-delà de 2 ans? Non, c'était long. Donc il fallait abréger. Donc ça veut dire que je n'étais pas le seul à penser que 2 ans suffisaient pour mettre de l'ordre dans la maison et se retirer dans les casernes. Le politique, justement, et le militaire, justement, cette cohabitation, cette double casquette, finalement, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, l'armée continue d'être politisée. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'armée est moins politisée qu'avant? Elle est plus politisée qu'avant. Elle est plus politisée qu'avant. Nous voulions, avec le retour dans les casernes, éviter que l'armée ne soit politisée à outrance. Vous comprenez? Parce que les civils font la politique sans armes. Si les militaires font de la politique avec les armes, ça devient dangereux. C'est pour cela que, après le 17 mai, au mois de juin, lors d'un de mes discours, j'ai dit qu'il fallait absolument que l'armée retourne dans les casernes. Et que si par hasard il y a des militaires qui sont piqués par le virus de la politique et qu'ils veulent absolument faire de la politique, mais qu'ils empruntent la voie légale qui existe. Il suffit de demander une disponibilité, ou bien carrément on pouvait démissionner de l'armée. Et à ce moment-là, on laisse l'uniforme militaire, on laisse les régiments militaires, on descend dans l'arène et on compétit avec les civils
à armes égales, c'est-à-dire sans armes. Les armes à armes égales, là, c'est les arguments politiques. Ça, je l'ai dit dans mon livre. Donc, ça veut dire que moi, j'étais outré de vivre, de voir que notre armée s'acheminait vers une sorte de pérennisation au pouvoir. Et ça, je ne voulais pas. Ok. Alors, à l'époque aussi, vous avez quelque peu dénoncé l'ingérence de certains pays comme la Libye. Pour vous, Thomas Sankara s'est appuyé sur la Libye justement pour prendre le pouvoir. Je n'ai pas besoin de dire ça. Et malheureusement, le colonel Tamini n'est plus de ce monde, paix à son âme. Après le 17 mai, il y a eu beaucoup de commissions ad hoc. Il y a eu des missions à Pau. Les missions ont recensé des armes en provenance de Libye qui sont venues par le Ghana. Et si vous vous rappelez, peut-être que je n'ai pas parlé de cela dans le livre, mais il y a eu même une prétendue manœuvre militaire entre la Libye et le Ghana. Vous avez déjà vu ça dans votre vie? Pourtant, il y en a eu. Il en fut question. C'était quoi? C'était simplement pour faire venir des armes. Et effectivement, nous avions reçu plein de documents provenant de notre ambassade du Ghana, provenant du Togo, et qui faisaient cas de l'arrivée massive de toutes ces armes. Nous avons remis tous ces dossiers-là entre les mains du colonel Tamini. C'est un autre cas. Donc, dire que la Libye a été partie prenante de la conquête du pouvoir par Thomas Sankara, c'est une lapalissade. C'était connu. Et si votre mémoire, enfin, le livre vous le rappellera, si vous étiez trop jeune à l'époque, Radio Bardaï se trouve où? Au Burkina. Bardaï, c'est au Tchad, au nord du Tchad, pratiquement à la lisière entre le Tchad et la Libye. Il y avait une radio là-bas, animée par les Libyens, qui appelait le soulèvement populaire au Burkina Faso, en Haute-Volta. Si je n'ai pas écrit ça, c'est que je n'ai pas rempli tout à fait ma mission. Mais comme vous me posez des questions, je... D'accord. Dans le même temps, justement, vous reprochez cette ingérence, ce rapprochement. C'est aussi une question idéologique, voilà, dans laquelle vous ne vous inscrivez pas. Mais en même temps aussi, vous étiez beaucoup plus proche du Félix Houphouët-Boigny, qui avait aussi de l'ingérence dans les affaires du Burkina. À l'époque, non. À l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny n'avait aucune ingérence en Haute-Volta. Absolument pas. Absolument pas. Il a fallu même, ils étaient plutôt inquiets. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger étaient plutôt inquiets de ce qui se passait en Haute-Volta, avec ce qu'ils appelaient même l'axe Tripoli et Accra. Et de l'autre côté, au Bénin, il y avait aussi Kérékou. Il a fallu que moi j'entreprenne ce qu'on appelle la mission là de fraternité, je ne sais pas comment je l'ai intitulée, pour rassurer nos voisins. J'ai fait ce périple-là. J'ai fait ce périple.
Et quand je suis revenu, c'est lors d'un compte-rendu que pendant la séance de ce compte-rendu-là, qu'on est venu m'annoncer l'arrivée de Kadhafi sous 24 heures. Avouez qu'on peut être tolérant, on peut être tout ce qu'on est, mais c'est quand même difficile à avaler une telle couleuvre. Mais comment ça se fait-il justement que vous avez les manettes du pouvoir, mais visiblement c'est le Premier ministre qui semblait en vérité dans la pratique exercer ce pouvoir? C'est justement là la question. C'est la question, ça. Le problème, la difficulté de notre gestion résidait en cela. Une sorte de bicéphalisme. C'était une sorte de bicéphalisme. Ça, c'est le terme, je l'ai même dit dans mon livre. Je l'ai dit. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque, le capitaine Thomas Sankara avait une équipe pro-libyenne qui était tissée autour du médecin capitaine Aboubakari Ouattara. Alors, toute cette gouvernance politique aujourd'hui, ces successions de faits, ont pas forcément un impact, des conséquences aujourd'hui sur la gouvernance et sur la société. Je n'ai pas compris la question. Toute cette pratique politique, depuis Maurice Yameogo à aujourd'hui, forcément, il y a un impact sur la société. Mais nous n'avons pas, notre société n'a pas évolué. Enfin, elle a évolué, certes, dans sa structuration, mais dans sa composition, elle n'a pas évolué. L'impact est négatif ou positif à votre avis? Il est en demi-teinte. L'évolution, dans la mesure où maintenant on dispose de télévision, on dispose de l'Internet, on dispose de ceci. Ça, c'est une évolution tout à fait, une bonne évolution. Mais, pour ce qui est, par exemple, de la fracture sociale, je pense que on ne peut pas dire que nous avons évolué. Et ça, c'est quelque peu aussi de vous, votre responsabilité, vous qui avez géré le pouvoir. Moi, j'ai géré le pouvoir, mais en un laps de temps ridiculement... J'ai dit cette succession de chefs d'État. C'est plutôt ça. Mais c'est pour ça que nous condamnions justement l'intrusion militaire dans la sphère politique. C'est pour ça que en 1982, nous avons décidé de mettre un terme à la participation des militaires à la gestion du pouvoir. Mais pour ce faire, il fallait quand même ce cheminement-là vers une vie constitutionnelle normale, assortie du retrait des militaires dans les casernes. Ça, c'est ce que nous pensions que ça porterait fruit à notre pays. Aujourd'hui, on est dans une société burkinabé plurielle, mais qui est toujours en quête de repères, où on se retrouve quelque peu à la croisée des chemins avec beaucoup de besoins de cohésion, de réconciliation nationale. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi cela? Parce que, comme vous le dites, la société est plurielle, multiethnique, n'est-ce pas? Les multiethniques avec des cultures différentes. Il y a plus de femmes que d'hommes dans ce pays. Et la frange jeune est la frange la plus importante. Mais cette frange jeune a besoin aussi de repères. De repères. Et ce repère, ils le retrouvent en Thomas Sankara et ils ont l'impression que... Oui, vous, mais c'est très bien... de leur enlever ce repère. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je ne peux pas enlever ce repère. Moi, ce que je constate, c'est que ce repère,
semble simplement exister dans le verbe. C'est la rhétorique. Sankara partout, Sankara nulle part. Je ne dis pas ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je pense que s'il y avait eu du vrai Sankara dans ce que nous faisions, mais on n'en serait pas là. Ça, c'est sûr. Beaucoup de choses auraient changé. Mais il y a eu plus de slogans, mais pas d'actes positifs et qui devaient rester en permanence, qui pouvaient changer la société, parce que tout de suite, on est retombé, j'allais dire même, on est retombé plus bas. On n'est pas retombé plus bas, mais il y a l'incivisme qui sévit en ce moment. Est-ce que vous êtes en train de reconnaître au moins qu'en 4 ans de révolution, l'homme a réussi quand même à emmener le pays? Mais j'ai toujours dit qu'il y avait du bon dedans, dans la révolution. Ne serait-ce que la conscientisation. Nous-mêmes, nous avions promu cela. Non, il y a de belles choses sur le plan de la culture, sur le plan de certains actes. Mais tout régime qui passe dans un pays laisse toujours quelque chose. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir continuer les bonnes choses. Les capitaliser, justement. Les capitaliser les bonnes choses. Et réduire les mauvaises, jusqu'à la vraie réduction des mauvaises choses. Mais c'est ce qui manque. C'est ce qui a manqué. Pour vous, l'œuvre de Sankara aujourd'hui n'est pas accomplie. N'est pas accomplie. Mais comment ça s'explique qu'il y ait beaucoup d'héritiers, beaucoup qui se réclament de Thomas Sankara, mais effectivement, dans les actes, on a même l'impression qu'on ne se comporte pas en Thomas Sankara, dans les actes. Posez-leur la question. Moi, je suis comme vous. Je veux le développement de mon pays. Et tout ce qui concourt à développer ce pays, que ce soit du côté des sankaristes ou bien des sociodémocrates ou de je ne sais pas qui vous voulez, mais tout ce qui concourt au développement est souhaitable. Actuellement, nous sommes en train de vivre l'épreuve du terrorisme. Mais nous avons plein de partis politiques. Quel est le parti qui fédère le mieux les actions qui pourraient contribuer à réduire ce phénomène? Moi, je ne suis plus politique. Moi, je suis un citoyen lambda. Je suis un citoyen lambda. Vous êtes amené en tant qu'ancien président à apporter aussi votre contribution, justement. Mais ma contribution, je l'ai déjà prêtée à plusieurs étapes, à plusieurs moments de la vie de notre pays. J'ai participé au Collège des Sages et qui a débouché sur une journée nationale de pardon qui ne semble pas avoir réussi puisqu'on est pratiquement jour. Bon, j'ai tenté à un moment donné, quand l'article 37 faisait des vagues, mais j'ai tenté de faire une sorte de médiation. Donc ça veut dire que j'ai cherché à m'impliquer. Et récemment aussi, sous la transition, avec ce coup d'État manqué, mais je me suis impliqué. Donc ça veut dire que je tente de rester au-dessus de la mêlée et de faire quand même le devoir qu'on peut attendre d'un ancien chef de l'État. Moi, j'essaie de le faire. Mais il peut être compris, il peut être incompris. Ça, maintenant, ce n'est plus de mon fait. Est-ce que ce livre, Ma part de vérité, ne vous met pas dans la mêlée, finalement? Ah, pas du tout, absolument pas.
Absolument pas. De quelle mêlée? Non, pas du tout. Moi, j'apporte un éclairage historique des faits vécus dont la compréhension est nécessaire à la frange jeune, à la postérité. L'histoire ne s'arrête pas. Non, l'histoire n'a pas commencé avec la Révolution. L'histoire de notre pays n'a pas commencé avec la Révolution. L'histoire de notre pays ne s'arrête pas avec la Révolution. L'histoire de notre pays n'a pas commencé avec Thomas Sankara. Et l'histoire ne doit pas s'arrêter après Thomas Sankara. Thomas Sankara reste dans l'histoire même. Il reste dans l'histoire, mais comme beaucoup tant d'autres. Il reste dans l'histoire. Maintenant, il faut savoir puiser ce qui peut contribuer à nous fédérer, à asseoir un socle pour une nation burkinabé. Il faut absolument qu'on puisse puiser ça de tout ce qui est passé. Les leçons, il faut tirer des leçons de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et c'est ce socle qu'on a du mal. Ce socle, on a du mal à le faire. Mais comment ça s'explique? Pourquoi aujourd'hui la société a du mal? C'est l'intolérance. L'intolérance y participe pour beaucoup, l'intolérance. Et il faut absolument qu'on se dise qu'on ne peut pas se développer dans cette situation, dans cette atmosphère d'intolérance permanente où on croit que tous ceux qui lancent des idées le font pour, je ne sais pas, pour telle ou telle raison. Ce qu'il faut pour que ce socle soit préparé, édifié et construit, il faut absolument que nous nous asseyions, que nous fassions table rase du passé. Il faut qu'on fasse table rase du passé. Sans oublier les douleurs. Justement, pour faire table rase du passé, il faut s'interroger justement sur les douleurs. Il y a eu beaucoup de victimes dans ce pays, beaucoup de victimes. Et une victime vaut une autre. Toutes les victimes se valent. Il faut absolument qu'on s'asseye autour de la même table, qu'on fasse table rase du passé, qu'on cherche ce qui peut nous amener à fédérer nos forces pour vaincre, bien sûr, ce sous-développement-là, pour vaincre aussi le terrorisme. Et cela ne saurait se faire que si il y a une certaine cohésion, une certaine solidarité, un certain don de soi à ce pays. Parce que ce pays a besoin d'être construit. Il a besoin de forces qui viennent de tous les sens. Et pour ce faire, il faut qu'on s'entende. Actuellement, tout le monde parle de réconciliation. Mais personne ne propose un schéma qui puisse rencontrer l'assentiment de cette société plurielle. C'est ça tout le problème, les divergences sont tellement profondes que, bien sûr, bien sûr. Finalement, on se dit qui va nous apporter la solution. Là, c'est nous-mêmes qui devons apporter notre solution, c'est nous-mêmes. Mais à partir du moment où vous sautez sur un écrit sans l'avoir lu, à partir du moment où vous entendez une phrase à la télé ou à la radio, vous l'extrayez de son contexte et vous en faites des polémiques. À partir du moment où
vous ne faites concession à personne d'autre que les personnes à qui sont de référence pour vous. À partir de ce moment-là, ça devient difficile. Il faut des éléments fédérateurs pour pouvoir construire le socle de la nation burkinabé. C'est très important. On ne pourra construire notre nation que si nous faisions table rase du passé, en tirant les leçons de tout ce qui est passé. Il y a des bonnes choses. Les bonnes choses, il faut les exalter. Les mauvaises choses, il faut les renvoyer au calende grec. C'est comme ça qu'il faut faire. Et dans tous les pays qui se sont développés, c'est ça. Ils ont eu aussi des crises, ces pays-là. Mais à un moment donné, ils ont su taire les divergences. Ils ont su taire tout ce qui les divisait. Et ils ont su faire chorus autour de ce qui pouvait les rassembler, les réunir. Cela manque dans notre pays. Et moi, je fondais un espoir sur la jeunesse pour ça. C'est pas tard. La jeunesse peut se réveiller. La jeunesse peut s'inspirer de tous les bons modèles. L'idéal, le meilleur modèle pour l'instant, c'est Sankara. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je ne l'ai jamais nié. Non. Le meilleur modèle pour l'instant, c'est puisqu'il y a des pays qui s'en inspirent. Il y a des pays qui s'en inspirent. Pourquoi chez nous, on ne s'en inspire pas? Est-ce par incapacité? Pourtant, il y a des partis sankaristes dans le pays. Pourquoi? Pourquoi? Je pense qu'il faut absolument savoir raison garder. Il faut absolument qu'on s'interroge sur notre devenir pour savoir ce que nous voulons faire, où nous voulons aller, et à partir de ce moment-là, nous nous rendrons compte qu'il faut forcément s'asseoir autour d'une table, autour de la même table. Et à la dédicace de ce livre, j'ai partagé quelque peu une idée avec le présentatoire. Et j'en ai parlé déjà avec beaucoup de journalistes, avec d'autres personnes. Pourquoi cette réconciliation-là ne commencerait-elle pas avec tous les protagonistes du 7 novembre, du 17 mai, du 4 août, du 15 octobre, et pourquoi pas le dernier putsch, le 16 septembre. Pourquoi pas? Réunir l'ensemble de ces acteurs. Il faut au moins quelques, je ne sais pas, il faut, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Il faut oser. Les acteurs sont encore là. Ils sont encore là, mais il ne faut pas attendre qu'ils partent avant de faire ça. On va créer ce plateau. Créer ce plateau et vous allez voir, je pense que ça peut... Vous viendrez? Ah, mais je serai le premier. D'accord. Je serai le premier. D'accord. Non, absolument. Je pense qu'il faut tout tenter. Il faut absolument qu'on relègue le passé, on oublie ce passé-là. On ne peut pas oublier complètement. Mais au moins qu'on en parle simplement pour donner des leçons. Ça devient un travail d'effort sur soi-même. Exactement. Merci. Il faut que nous, en tant que... les politiciens d'abord, et ensuite nous autres qui sommes là pour les aider, il faut que ça soit vraiment un apport d'énergie, un apport de force pour construire
pour édifier le socle du nouveau Burkina. Le socle du nouveau Burkina construit. Merci de nous avoir accordé ce temps d'émission. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Je ne suis pas, moi je suis une personne pas très loquace. Je préfère écrire, mais bon, si vous arrivez à m'attirer sur un plateau, ben, je dis aussi ce que je pense. Merci encore une fois. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Avec nous, Jean-Baptiste Ouedraogo, ancien président du Burkina Faso, qui a mis sur le marché du livre Ma part de vérité. Excellente soirée sur la chaîne de Cône de Défi. Bonsoir.